Le député Nicolas Metzdorf, député Renaissance de la seconde circonscription, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On imagine que vous avez écouté l'interview d'Emmanuel Macron hier soir pour nous. Oui. Il vous a convaincu, vous avez trouvé qu'il était bon? Oui, oui. Oh, je le trouve régulièrement bon, le président de la République. Non, mais j'ai trouvé que c'était une bonne stratégie que de maintenir le cap dans la tempête. Voilà. Il y a un capitaine qui est à la barre du bateau et il n'a pas lâché le volant. Je pense que c'était important. Il a affirmé que c'était la bonne stratégie que de proposer cette réforme de retraite et de la faire voter, quelle que soit finalement la majorité qu'on aurait trouvée ou pas d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Je pense que c'était important de voter cette réforme parce que vous savez, aujourd'hui, la France est un des derniers pays d'Europe à avoir le départ de la retraite à 62 ans. L'Allemagne est à 65, l'Angleterre également. Donc c'est vrai qu'il fallait se mettre au niveau, notamment pour les banques internationales qui prêtent à la France. Donc il fallait le faire. C'est une décision courageuse et assumée. Donc il a fait le taf. Même si cette réforme, manifestement, est très impopulaire et qu'il y a une forte majorité de Français, selon les sondages, qui y sont opposés. Il fallait y aller quand même. Oui, vous savez, on ne peut pas faire des réformes populaires tout le temps. Il y a un moment donné, il faut aussi avoir du courage politique quand on est un élu et puis savoir prendre ses responsabilités. C'est ce qu'a fait le président de la République, c'est ce qu'a fait la première ministre. Ça a fait plaisir à personne, hein. Vous savez, je crois qu'il n'y a personne qui veut travailler plus longtemps dans la vie. L'objectif, c'est quand même d'avoir un niveau de vie suffisamment élevé très tôt dans la vie pour tout le monde. Mais malheureusement, il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que la démographie française ralentit, c'est que la population vieillit. Donc il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Donc à un moment donné, ça ne rentre plus budgétairement. Et donc il faut travailler plus longtemps, tout simplement. En attendant, vous voyez bien les réactions que ça suscite dans la rue avec 9e jour de suite, je crois, consécutif d'incidents à Paris et dans les grandes villes de métropole. Est-ce que l'intervention d'Emmanuel Macron aura permis, selon vous, de désamorcer cette crise ou c'est trop tôt pour le savoir encore? Alors, désamorcer, je ne sais pas, parce que la colère est forte quand même en métropole. C'est très tendu. J'ai plusieurs collègues députés qui ont été agressés, qui sont insultés, qui voient leur permanence saccagée. Même moi, vous savez, alors on est repéré, bien sûr, sur les réseaux et comme les votes sont publics, on voit qui vote quoi. Et j'ai reçu sur Twitter, parce qu'en France, ce n'est pas Facebook, mais c'est Twitter, plusieurs menaces de citoyens français qui nous écrivent de manière un petit peu abrupte. Donc c'est vrai que le climat est tendu. Donc est-ce qu'il aura désamorcé? Je ne crois pas. Apaisé certainement les plus modérés. Mais vous savez, on a souvent reproché au gouvernement français de reculer face à la rue. C'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire, le CPE, à l'époque d'Alain Juppé également. Donc c'est vrai qu'avoir un gouvernement qui tient le cap, il y a aussi quelque chose de rassurant dans le fait que la France peut continuer à réformer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on crée un pays et on a un pays qui ne produit pas de réforme et qui donc ne progresse plus. Sur la forme, tout de même, est-ce que, avec un peu de recul, est-ce qu'Elisabeth Borne a eu raison d'avoir recours à l'article 49.3? Est-ce qu'elle n'a pas un peu jeté de l'huile sur le feu, quoi? Elle n'avait pas le choix. Nous étions contre le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Avec notre présidente Aurore Bergé, on s'était prononcé pour un vote. Mais finalement, au décompte des voix, ça passait pas, ou ça passait à 1 ou 2 voix. Et on voit bien que la motion de censure est passée à 9 voix. Tout en sachant qu'il y avait des députés LR qui ne voulaient pas voter la loi, mais qui ne voulaient pas non plus une motion de censure. Donc, si la motion de censure n'est pas passée à 9 voix, c'est que la réforme des retraites ne passait pas. Vous étiez ici pendant ce vote. Vous avez pensé à un moment que ça pourrait basculer, effectivement, et que le gouvernement pourrait tomber sur cette motion de censure? Non, non, parce qu'on avait des prévisions et des prédictions qui nous donnaient une dizaine, voire une vingtaine de voix de marge. C'est tombé à 9. On a eu chaud, mais c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé que ça soit aussi proche. Alors hier soir, pour nous, Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y aurait pas de remaniement du gouvernement. Il a réaffirmé sa confiance à la Première ministre Elisabeth Borne. Elle est quand même très affaiblie, non, au sortir de cette séquence. Elle peut continuer à gouverner? Je pense qu'effectivement, la Première ministre est affaiblie. Ça, c'est une réalité. Je ferais de la langue de bois si je disais le contraire. C'est sa réforme. Et puis, ça a été aussi sa stratégie que de négocier tout de suite et d'abaisser tout de suite l'âge de départ à 64 ans. Donc, c'est vrai qu'elle a cette responsabilité-là sur les épaules. Ensuite, je trouve qu'elle l'assume. Son discours, lorsqu'elle a présenté le 49.3 et elle a engagé sa responsabilité, a été
digne et a été à la hauteur de l'enjeu. Maintenant, c'est une décision qui appartient au président de la République. Il a décidé de la maintenir pour l'instant et je crois qu'il a raison. Il ne faut pas céder à la pression, il ne faut pas céder à la chienlit. Mais c'est vrai que est-ce que Elisabeth Borne pourra faire tout le quinquennat d'Emmanuel Macron? C'est une question qu'on se pose. Oui. La question de la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait été dans l'air aussi à un moment, ça vous semble complètement écarté ou ça reste quand même une menace pour les députés que vous êtes? Moi, je crois qu'à court et moyen terme, il n'y a aucune raison de dissoudre. Déjà, je ne crois pas qu'aujourd'hui, vu l'état de la France et de la vindicte populaire, en faisant une dissolution, on retrouve une majorité à l'Assemblée nationale. Ça serait peut-être même le contraire. Donc stratégiquement, ça ne serait pas une bonne idée. Et puis je pense qu'il est un peu tôt dans le quinquennat. Alors une dissolution à 1 ou 2 ans des élections présidentielles pour renverser la table et chavirer l'échiquier politique, pourquoi pas. Faudra voir dans quel contexte on sera, mais pour l'instant, j'y crois pas. En attendant, qu'est-ce qui va se passer selon vous maintenant? Les retraites, ça va passer. Le chef de l'État attend, enfin comme tout le monde, que le Conseil constitutionnel se prononce. Mais après, est-ce qu'il va y avoir une capacité de réforme encore? On a vu que la loi sur l'immigration ne va pas être présentée en l'état. Oh, bon, ça fait partie des messages que les députés ont fait passer. C'est-à-dire qu'il faut se calmer un peu sur les propositions de loi qui clivent beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on apaise le débat à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on propose des choses beaucoup plus consensuelles. D'ailleurs, il y a une loi qui a été passée tout de suite après la réforme des retraites et personne n'en parle. C'est le projet de loi sur le nucléaire qui a été adopté à une très large majorité de l'Assemblée nationale. Sauf la NUPES a voté contre, excepté les communistes qui ont voté pour. Donc on voit qu'il y a des projets de loi quand même qui passent à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut proposer ce genre de réforme aujourd'hui qui fait consensus pour apaiser à la fois l'Assemblée nationale et donc à la fois le peuple français. Alors il y a également la Nouvelle-Calédonie et des rendez-vous très prochainement. Les délégations calédoniennes sont invitées à Paris du 7 au 14 avril, je crois à peu près. Enfin, 7 au 15. 7 au 15. Dans ce contexte, est-ce que les discussions vont pouvoir se dérouler sereinement à Paris? Ça va être possible ou c'est un sujet qui va être mis un peu de côté? Écoutez, moi je trouve ça quand même assez exceptionnel que la Première ministre ait signé les invitations pour la Nouvelle-Calédonie à Paris en pleine réforme des retraites et avec elle qui voit son siège quand même un petit peu fragilisé. Donc la Première ministre, elle a pensé à la Nouvelle-Calédonie dans ce contexte. Donc moi je trouve que c'est quand même à saluer. Et Gérald Darmanin va avoir la tête à ça? Vous savez, ce sont des professionnels. C'est-à-dire qu'on a affaire quand même à des gens de très haut niveau qui, malgré tous les soucis qu'ils ont et tous les problèmes qu'ils doivent gérer, quand ils rentrent dans une salle de réunion, ils sont très concentrés sur le sujet qui est à l'ordre du jour. Donc, bien évidemment qu'ils seront pris par ailleurs sur tous les problèmes que rencontre la France, mais vous savez, quand ils se mettent dans un dossier, ils s'y mettent bien. Et moi, je suis sûr que lorsqu'on sera autour de la table avec eux pour discuter de la Nouvelle-Calédonie, on fera avancer les choses. On attend également une modification de la Constitution pour faire avancer le dossier calédonien. Pareil, dans ce contexte plutôt tendu, est-ce que le chef de l'État va pouvoir convoquer un congrès à Versailles et avoir une majorité des 3/5? Quand il y a un accord en Nouvelle-Calédonie, il y a un accord en métropole. Je pense que tout le monde au sein de l'échiquier politique français, des forces politiques françaises, savent que la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de fragile et c'est quelque chose qu'on doit surtout apaiser en termes de dossier. Et donc, quand il y aura un accord entre indépendantistes et loyalistes en Nouvelle-Calédonie avec le tampon de l'État, je pense qu'en métropole, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ça va suivre. Ça va suivre. Mais quand même, il faut faire le travail d'aller voir les responsables politiques. J'ai vu Mathilde Panot, la chef de groupe de la France Insoumise, qui était à Nouméa il y a un peu plus d'un mois, parce que vous savez que sa sœur vit à Païta, et je salue la sœur de Mathilde Panot qui est à Païta. Et donc, j'ai pu discuter avec la chef de groupe de la France Insoumise qui est dans cette logique-là. C'est-à-dire que quand il y aura un accord ici, la France Insoumise suivra. Parce que c'est vrai qu'il faut gérer les groupes les plus extrêmes à l'Assemblée nationale. J'allais dire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, j'ai failli me tromper. Et puis, je dois voir Marine Le Pen à mon arrivée à Paris pour là aussi traiter avec elle et puis lui expliquer que voilà, lorsqu'on se sera mis d'accord ici, ça serait bien de suivre aussi l'accord qui a été trouvé et de ne pas faire de politique nationale sur le dossier calédonien et de ne pas attaquer le gouvernement national sur ce sujet. Un accord va
va être trouvé possible aujourd'hui? Vous y croyez? Vous allez participer à ces discussions dans les jours qui viennent? J'ai trouvé que le voyage de Gérald Darmanin était le voyage le plus productif d'un ministre de la République depuis la fin du troisième référendum, clairement. Le brouillard se dissipe, on commence à voir les pièces du puzzle qui s'assemblent. On a un calendrier, il a été affirmé clairement par Gérald Darmanin. Il y a une méthode aussi, il y a des sujets prioritaires qui devront être traités. Donc on voit qu'on commence à rentrer dans le concret de plus en plus et ça me rend plutôt optimiste sur notre capacité à au moins discuter clairement des sujets. Alors nous mettre d'accord à Paris tout de suite en revenant avec un accord, je pense que ça serait là pour le coup déraisonnablement optimiste, mais je crois qu'on va avancer et j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver des points d'équilibre rapidement cette année. Vous participerez aux discussions au sein de la délégation loyaliste, hein. Oui, oui, bien sûr. Quand est-ce que vous quittez la Nouvelle-Calédonie? Je pars dans la nuit de vendredi à samedi. Vous avez fait beaucoup de choses quand vous étiez sur le territoire. Vous êtes promené beaucoup dans votre circonscription? Oui, j'ai changé de rythme puisque au début je faisais 15 jours en métropole, 15 jours en Nouvelle-Calédonie. Et même quand on a 35 ans, ça use un peu. Et donc j'ai décidé de rallonger les séjours des deux côtés. Donc j'ai quasiment fait 1 mois et demi là, en Nouvelle-Calédonie. Je pars pour quasiment 1 mois en métropole cette fois. Et donc quand je suis en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment que... Alors je participe à la vie politique au Congrès, hein, avec notamment la réforme du RUA, mais on a une commission ce matin qui doit mettre en place la commission spéciale du RUAM. Donc je quitterai votre studio pour aller au Congrès tout de suite après. Et puis aussi je vais sur le terrain parce que je crois que c'est important pour un député qui passe la moitié de son temps à Paris de garder le contact avec les Calédoniens, de garder le contact avec la Nouvelle-Calédonie qu'on n'entend pas hein, dans les médias, qu'on ne voit pas forcément à la télé, mais qui a des choses à dire. Et donc effectivement rencontrer beaucoup de maires, rencontrer beaucoup d'associations, faire des réunions publiques. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'aller voir les gens, parce que la politique, c'est aussi ça. Hein. C'est pas que voter des lois qui sont impopulaires, c'est aussi voir des gens et entendre ce qu'ils ont à nous dire et puis leur expliquer ce qui se passe. Le député Nicolas Metzdorf, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.